Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Continuons ensemble cette lecture du livre Dans cette vie même, le chemin de libération enseigné par le Bouddha, du grand maître Sayadaw U Pandita. Nous étions au début du chapitre, les jhanas de Vipassana. Assouplir l'esprit rigide. Par la méditation, on développe une connaissance et une sagesse aussi vastes et solides que la terre. Telles sont les paroles du Bouddha. Lorsqu'il est imprégné par la sagesse, l'esprit s'ouvre et devient spacieux. Sans la méditation, il est étroit et rigide, parce que constamment assailli par les kilésas. À chaque moment d'inattention, celles-ci s'introduisent, amenant raideur, tension et agitation. Les objets qui nous bombardent aux portes des six sens seront parfois bons, parfois mauvais, parfois agréables, parfois désagréables. Une forme visuelle plaisante se présente. S'il n'est pas gardé, l'esprit va spontanément être envahi par le désir et l'attachement et se cristalliser sur elle. Agité et tendu, il se met à imaginer toutes sortes de moyens pour l'acquérir. Les plans qu'il élabore se concrétisent éventuellement par des paroles ou par des mouvements physiques. Un esprit non gardé, qui entre en contact avec un objet désagréable, sera tout naturellement envahi par l'aversion. Il devient tout aussi agité. Des signes extérieurs vont peut-être apparaître. Le visage qui était clair se renfrogne. Des paroles dures et terribles sont prononcées. Il y aura peut-être des actes de violence. Lorsque des objets qui ne sont ni plaisants ni déplaisants se présentent à la conscience non gardée, c'est l'illusion qui apparaît. Elle obscurcit l'esprit, l'empêchant de voir la vérité. Une fois de plus, il y a tension et durcissement. Ce serait naïf de croire qu'on peut éliminer de nos vies les objets plaisants, déplaisants et neutres. C'est pourquoi il est important d'établir avec eux une relation harmonieuse. On peut se boucher les oreilles, se mettre un bandeau sur les yeux, se déplacer au ralenti pour essayer de maintenir l'état méditatif pendant la pratique, mais de toute évidence, il n'est pas possible de s'arrêter, de respirer, de s'anesthésier la langue ou d'empêcher le corps de ressentir la chaleur, le froid ou d'autres sensations. Lorsqu'en méditation assise nous essayons de nous concentrer sur l'objet primaire, les sons nous parviennent malgré tout et des sensations fortes sont toujours susceptibles de se manifester quelque part dans le corps. Malgré tous nos efforts, il n'est pas possible d'empêcher la pratique de déraper de temps à autre ou d'être totalement à l'abri des vagabondages de l'esprit. La puissance du contrôle. La pratique du contrôle est un moyen efficace de se protéger contre les assauts des kilésas. Contrôle n'est pas synonyme de mort ou d'engourdissement. Il s'agit de garder les portes sensorielles de façon à ce que l'esprit ne se mette pas à vagabonder, à fantasmer, à faire des plans ou à manœuvrer. C'est l'attention qui est la cause pour le contrôle. Si nous développons une attention de tous les instants, l'avidité, l'aversion et l'illusion ne peuvent pas se manifester, car l'esprit n'est pas disponible. À force de vigilance, nous réussirons à dompter plus ou moins l'esprit, qui sera heureux d'échapper au danger des kilésas. Nous devons être sur nos gardes. Dès que nous entrons en contact avec un objet, il faut immédiatement le noter tel qu'il est. Soyons sûrs qu'au moment de voir, il n'y ait que voir. Qu'au moment d'entendre, il n'y ait que entendre. Soyons sûrs que lorsque nous touchons, il n'y ait que toucher.
Lorsque nous goûtons, il n'y est que goûter. Et lorsque nous pensons, il n'y est que penser. Il faut simplement noter clairement le processus en lui-même, dégagé de toute interprétation et de la boue des kilésas. Si vous êtes capable d'être vraiment attentif, vous verrez apparaître et disparaître les phénomènes sans qu'il n'y ait ni pensée ni réaction. Vous ne verrez que le processus lui-même. Vous serez à l'abri du désir et de l'aversion, quel que soit l'objet qui se présente. Du temps du Bouddha, il y avait un grand roi, très curieux de savoir comment les moines arrivaient à maintenir leur moralité intacte. Il avait remarqué que les jeunes restaient chastes, et pourtant, à leur âge, ils devaient sans doute être souvent confrontés au désir. Il questionna un vieux bhikkhu à ce sujet. Lorsqu'un jeune moine rencontre une fille moins âgée que lui, expliqua ce dernier, il la voit comme sa petite sœur. Lorsqu'il rencontre une femme du même âge ou un peu plus âgée que lui, il la voit comme sa grande sœur. Lorsqu'il rencontre une femme plus vieille, il la voit comme sa grand-mère. Il la voit comme sa mère, pardon. Et si elle est très vieille, il la voit comme sa grand-mère. Le roi n'était pas satisfait. L'esprit est très rapide, dit-il. Le désir va peut-être se manifester avant même que vous ayez le temps de vous faire ces réflexions. Le vieux bhikkhu fit une deuxième proposition. Si un moine rencontre une femme et qu'il n'est pas attentif, qu'il commence à admirer ses traits ou son corps, il est naturel que le désir se manifeste. Mais au moment où il voit la femme, il pratique la méditation sur les 32 parties du corps, les cheveux, les dents, les ongles, etc. Et qu'il la dissèque en ses différentes sections, s'il est capable de réfléchir à leur aspect répugnant, ce n'est pas le désir pour cette femme qui va se manifester, mais bien le dégoût. La contemplation du corps est un type de méditation qui a été enseigné par le Seigneur Bouddha. Le roi demanda alors: « Et que se passe-t-il lorsqu'un moine a plus d'imagination que de concentration ?» À propos de l'imagination, je voudrais mentionner ici une autre histoire. Il y a un centre de méditation qui offre aux visiteurs la possibilité de contempler un squelette. Les gens peuvent se rendre dans la pièce où il pend. Ils peuvent le regarder, réfléchir au caractère imminent de la mort et méditer sur l'aspect repoussant de ces composantes du corps que sont les os. Au bas du squelette, un petit écriteau annonce « Jeune fille de 16 ans ». Le visiteur qui dispose de l'attention sage pourrait se dire « Oh, pauvre fille, elle est morte alors qu'elle n'avait que 16 ans. Moi aussi je mourrai un jour. » L'urgence spirituelle va peut-être se manifester et pousser cette personne à faire des actes positifs ou à pratiquer la méditation plus assidûment. Il se peut aussi que le visiteur médite sur l'aspect répugnant des os, ce qui l'amènera à réaliser que le corps n'a rien de particulier, ce n'est qu'un tas d'os. Arrive alors un jeune homme et plein d'imagination. Il se tient devant le squelette, ses yeux tombent sur l'écriteau qui lui explique de quoi il s'agit. Il se dit alors « Quel dommage, comme elle devait être belle avant sa mort !» Il regarde le crâne, il l'habille mentalement de chair, lui met un beau visage, des cheveux soyeux et un très joli cou. Son regard descend lentement, remplissant chaque partie du corps. Et voilà qu'il est submergé par le désir pour cette image qu'il a fait surgir et qui, en réalité, n'est pas très différente des créations d'un taxidermiste. Revenons à l'histoire du roi. Le vieux bhikkhu répondit: « Les jeunes moines pratiquent tous l'attention. Ils développent le contrôle des sens et sont donc protégés au niveau de chacune des portes sensorielles. Leur esprit n'est pas sauvage. Ils ne fantasment pas à propos de ce qu'ils voient. » Le roi fut impressionné. « Oui, dit-il, c'est tout à fait juste. J'ai pu moi-même constater
que si je ne suis pas attentif lorsque je me trouve dans mon harem, j'ai beaucoup de problèmes. Mais avec l'attention, tout se passe bien. J'espère que ces histoires vous feront comprendre l'importance du contrôle sensoriel. Le contrôle intensif pendant une retraite. On ne peut pas sous-estimer l'importance du contrôle des sens au cours d'une retraite de méditation. Les Écritures donnent 4 directives pratiques pour y arriver. Malgré que sa vue soit bonne, le yogi devra se comporter comme un aveugle et se déplacer en maintenant les paupières baissées, sans chercher à regarder pour éviter de disperser son esprit. Il faudra également qu'il se comporte comme un sourd. Même s'il entend des bruits, il ne devra pas y réfléchir, pas interpréter, pas porter de jugement, mais faire comme s'il ne les reconnaissait pas. Il ne devra pas les écouter. Certains yogis très érudits ont beaucoup lu à propos de la méditation et ont essayé pas mal de techniques. La 3e directive demande de mettre toutes ses connaissances au rencard lorsque l'on médite. Verrouillez tout cela dans un coffre que vous placez sous le lit. Considérez-vous comme quelqu'un d'illettré qui ne sait pas grand-chose et qui évite de parler des rares sujets qu'il connaît. La 4e directive consiste à se comporter comme un patient hospitalisé, frêle et malade. Il faudra ralentir le rythme et se déplacer très attentivement. On pourrait ajouter une 5e instruction. Malgré qu'il soit vivant, le méditant doit se comporter comme un mort face aux sensations désagréables. Comme vous le savez, on peut découper un cadavre en morceaux, le tronçonner comme une bûche. Il ne sentira rien. Si des douleurs apparaissent pendant la méditation, le méditant devrait pouvoir rassembler suffisamment de courage et d'énergie pour les observer, sans plus. Il devra faire un effort héroïque pour pénétrer et comprendre la douleur sans changer de posture, ni se laisser envahir par l'aversion. À chaque instant, nous essayons d'être attentifs et présents à ce qui se passe. Nous essayons de noter, voir, au moment où nous voyons, entendre, au moment où nous entendons, etc. C'est un rude travail. Il faudra beaucoup de précision. L'application précise de la pensée permet à l'esprit d'atteindre la cible. L'attention également devra être présente, une attention capable de pénétrer profondément dans l'objet. Elle va elle-même faire surgir la concentration juste qui maintiendra l'esprit recueilli, sans qu'il n'y ait ni tension ni dissipation. Comment la sagesse assouplit l'esprit? L'effort juste, l'intention juste, l'attention juste, la concentration juste sont des facteurs du noble octuple sentier. Lorsqu'ils sont présents dans l'esprit, les kilésas n'ont aucune chance de s'introduire. Faire surgir l'attention à chaque instant, c'est donner à l'esprit l'occasion de s'assouplir, car les kilésas qui le rendent si dur, si rigide et si agité sont dispersés. Cette conscience dégagée va progressivement devenir capable de pénétrer la véritable nature des choses. Elle ressent un immense soulagement lorsqu'elle réalise qu'il n'y a là que des phénomènes physiques et mentaux. Personne n'existe. Il y a l'esprit et la matière, sans personne qui les crée. Si nous poussons plus loin et que nous réalisons le caractère conditionné de ces phénomènes, nous nous libérons des doutes. Un yogi dominé par la méfiance a l'esprit peu malléable, rigide, dur et tendu. Le professeur a beau essayer de le convaincre de l'efficacité de la pratique, c'est peine perdue. S'il pouvait se laisser persuader et pratiquer suffisamment pour atteindre le stade de réalisation des causes et des effets, il n'y aurait plus de problème. Cette connaissance, en effet, va débarrasser son esprit du doute et le rendre malléable. Ce yogi ne se posera plus de questions à propos des phénomènes physiques et mentaux.
Il ne s'inquiétera plus de savoir s'ils sont créés par une force extérieure ou par un être supérieur invisible. Plus notre attention à l'instant présent se renforce, plus l'esprit s'assouplit et se libère des tensions dues au kilésas. À force d'observer la nature éphémère des phénomènes physiques et mentaux, le méditant va réaliser l'impermanence. Cette réalisation le libère de l'orgueil et de la vanité. S'il ressent clairement l'écrasante oppression provoquée par les phénomènes, il aura réalisé la caractéristique d'insatisfaction, ce qui le libère du désir. Et en voyant que les phénomènes sont tous insubstantiels, en réalisant que les processus physiques et mentaux tournent à vide, qu'ils sont hors de tout contrôle, le méditant se libère de la vue fausse qui fait croire en l'existence réelle d'une entité permanente d'un soi. Ce n'est qu'un début. Plus on pénètre la véritable nature de la réalité, plus l'esprit s'adoucit. Il devient docile, habile et flexible. Lorsque la première conscience du chemin aura été réalisée, que le nibbana aura été expérimenté pour la première fois, certaines kilésas seront définitivement éradiquées et ne pourront donc plus jamais le contracter ou le durcir. J'espère que vous pourrez maintenir votre attention active et continue, que vous réussirez à développer cette sagesse vaste et expansive, aussi stable que la terre-mère, fondement de tout ce qui existe sur cette planète. Balayer la souffrance. En tant que professeur, j'ai pu observer que l'esprit des yogis est prompt à vagabonder et qu'il perd facilement le contact avec l'instant présent. Pour vous aider à comprendre la nature de l'esprit qui pense, je vous propose de réfléchir à l'énigme suivante. Le Bouddha a dit « Ne pas permettre à l'esprit de vagabonder à l'extérieur. Ne pas permettre à l'esprit de s'arrêter à l'intérieur. » Le bhikkhu qui pratique l'attention en évitant ces deux attitudes réussira à éliminer toute forme de souffrance. Je voudrais tout d'abord vous dire que si votre motivation est sincère, vous pouvez tous vous considérer comme des bhikkhus. Quant au conseil du Bouddha, ceux parmi vous qui ont l'intention de se libérer de la souffrance aimeraient sans doute l'appliquer. Encore faut-il savoir dans quelle direction orienter son effort. Que veut dire vagabonder à l'extérieur? Et comment faire pour l'éviter? On pourrait croire que ce n'est pas très difficile. Nous connaissons tous l'esprit vagabond et nous avons appris à le maintenir à distance par l'effort. Mais si l'esprit ne vagabonde pas à l'extérieur, il est forcément à l'intérieur. Or, c'est justement cela que le Bouddha nous demande d'éviter. Vous aurez probablement constaté que c'est à l'intérieur de soi que l'esprit se manifeste. Si vous focalisez votre attention sur l'instant présent, où est votre esprit? S'il n'est pas à l'extérieur, il ne peut être qu'à l'intérieur. Et alors, quoi? Allons-nous prendre un tranquillisant et oublier tout le problème? Mais ne serait-ce pas s'arrêter intérieurement? Or, c'est justement ce que le Bouddha nous demande de ne pas faire. Le Bouddha a pourtant promis qu'en suivant ses instructions, on échapperait à la renaissance et à ses conséquences, vieillesse, maladie et mort. L'inverse de ce que l'on souhaite. Il a fait cette déclaration lapidaire et s'est ensuite retiré dans son Gandhakuti, sa chambre parfumée, laissant ses auditeurs dans la confusion. Les gens avaient besoin d'aide et finirent par trouver le vénérable Kasyayana, à qui ils demandèrent des explications. C'était un Arahant réputé pour sa capacité à clarifier les sermons parfois extrêmement courts du Bouddha. Réponse à l'énigme du Bouddha. Résoudre cette énigme est un défi intellectuel très enrichissant. Je vous propose de commencer
par vous demander ce qui arriverait à votre esprit s'il n'était pas maintenu sous contrôle. Comment réagirait-il aux objets? Un esprit qui entre en contact avec un objet plaisant, désirable, attirant, sera tout naturellement envahi par l'avidité. On dit alors qu'il vagabonde à l'extérieur. Lorsqu'il entre en contact avec un objet désagréable, pénible, l'esprit se remplit d'aversion. De nouveau, il vagabonde. Et lorsqu'il est incapable de voir ce qui se passe, qu'il est voilé par l'illusion, on le qualifie également de vagabond. Par cette phrase, le Bouddha recommandait en fait à ses élèves de faire en sorte que ni l'avidité, ni l'aversion, ni l'ignorance ne puissent pénétrer en eux. Voir, entendre, toucher, goûter et sentir, faut-il considérer ces expériences comme faisant partie de l'esprit vagabond? L'activité sensorielle avec ou sans attention. L'activité sensorielle compte un certain nombre de consciences successives qui ne sont ni positives ni négatives. Lorsque cette première série de consciences se termine et que l'attention n'est pas présente, une deuxième série de consciences va se manifester et peut-être une troisième, une quatrième et encore d'autres, auxquelles seront chaque fois associées l'avidité, l'aversion et l'illusion. Le but de Vipassana est précisément d'aiguiser l'attention de façon à ce qu'elle soit capable d'attraper l'expérience sensorielle à la fin de la première série de consciences, celles qui n'ont pas de connotation morale, et d'empêcher ainsi l'apparition des séries de consciences suivantes, qui, elles, sont associées à l'avidité, à l'aversion et à l'illusion. On dit que l'esprit ne vagabonde pas dès le moment où il est capable de faire cette interception. Un esprit vagabond est un esprit pollué par les kilésas, puisqu'il a pensé à propos de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé. Pour parler plus concrètement, dès que nous commençons à réfléchir aux caractéristiques de l'objet, « Oh, quelle magnifique couleur !» nous savons que l'esprit vagabonde. Même si au contraire nous activons une attention précise et pénétrante, et que nous fournissons un effort diligent au moment même où nous voyons cet objet coloré, nous nous réservons la possibilité de comprendre le processus de la vision tel qu'il est réellement. C'est une occasion de développer la sagesse. Nous pouvons voir la relation entre l'esprit et la matière, le lien de causalité qui les unit, ainsi que les caractéristiques d'impermanence, de souffrance et d'absence d'un soi qui leur sont communes. Je vous propose une petite expérience. Dirigez votre attention vers les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Si l'esprit fait l'effort d'être attentif de façon précise à ces mouvements, en les ressentant du début à la fin, il sera libre de l'avidité, de la colère et de l'illusion. L'idée que cet objet est agréable ne va pas se manifester. L'idée que cet objet est désagréable ne va pas non plus se manifester. Quant à la confusion et à l'ignorance, elles sont absentes puisque l'esprit est conscient de ce qui se passe. Crac! Un bruit est subitement devenu prédominant. Vous abandonnez alors les mouvements de soulèvement et d'abaissement. Si vous avez reconnu immédiatement ce phénomène comme étant un bruit et que vous avez noté mentalement entendre, sans vous laisser emporter par des réflexions à propos de son origine, etc., on ne peut pas dire que votre esprit vagabonde. Il ne contient ni avidité, ni aversion, ni ignorance. Mais c'est tout autre chose lorsque l'esprit est attiré par une mélodie familière. Il se remet en mémoire le moment où il l'a entendu pour la dernière fois, et le nom du chanteur. Il arrive parfois que pendant la méditation, les yogis tapotent des doigts parce qu'ils se souviennent de chansons qu'ils ont entendues dans le passé. Sans aucun doute, ils sont pris par l'esprit vagabond.
Il y avait un jour une méditante qui expérimentait des tas de choses intéressantes et formidables dans sa méditation assise. Elle était calme et confortablement installée quand subitement son voisin se leva bruyamment de son coussin. Elle entendit ses os craquer et ses vêtements bruisser. Elle se mit instantanément à penser. Quel sans-gêne! Comment peut-il se lever ainsi en pleine séance alors que moi j'essaye de méditer? Elle se laissa envahir par des pensées de colère et finit par devenir pratiquement enragée. Ceci pourrait être appelé le grand esprit vagabond. En général, les yogis travaillent très consciencieusement pour éviter d'en arriver là. Ils s'efforcent d'être attentifs à tout ce qui se présente à chaque instant, au moment précis où cela se manifeste, de façon à ne pas être pris par l'esprit vagabond. Ils suivent exactement les recommandations du vénérable Kasyayana. Les jhanas. Ce problème du vagabondage mental présente des aspects plus profonds. L'esprit qui ne vagabonde pas observe ce qui se passe de façon pénétrante. Ce mot n'est pas fortuit. Il se réfère à un facteur jhanique supposé se manifester dans la conscience. Jhana, que l'on traduit en général par absorption, est la qualité mentale qui permet à l'esprit de rester collé à l'objet et de l'observer. Imaginez que vous vouliez ramasser un objet noyé dans la boue. Si vous prenez un instrument pointu et que vous l'y enfoncez, il le pénétrera. Vous pourrez extraire l'objet et l'observer avec précision, alors qu'avant, il vous apparaissait très indistinctement. Un autre exemple est celui de la nourriture dans votre assiette. La façon dont la fourchette se plante dans les aliments illustre ce facteur jhanique. Les jhanas de samatha. Il y a deux types de jhanas. Les jhanas de samatha et les jhanas de vipassana. Ceux qui ont déjà une certaine connaissance des jhanas de samatha se demanderont peut-être pourquoi je parle ici alors que nous pratiquons vipassana. Samatha jhana est la pure concentration. L'attention se fixe sur un seul objet. Une image mentale, par exemple, un disque de couleur ou une lumière. L'esprit reste fixé sur cet objet sans s'en écarter, sans se déplacer ailleurs. Il va ainsi progressivement se calmer, se tranquilliser et se concentrer jusqu'au moment où il sera absorbé dans cet objet. On reconnaît dans les écritures différents niveaux d'absorption, chaque niveau ayant ses propres caractéristiques. Les jhanas de vipassana. Les jhanas de vipassana permettent par contre à l'esprit de se déplacer librement d'un objet à l'autre, tout en restant fixé sur les caractéristiques d'impermanence, d'insatisfaction et de non-soi, qui sont les traits communs à tous les phénomènes. L'esprit capable de rester fixé sur la béatitude de Nibbana fait également partie de Vipassana Jhana. Alors que le but du méditant samatha est la tranquillité et l'absorption, c'est la vision pénétrante et la sagesse qui sont les résultats les plus importants de la pratique de Vipassana Jhana. L'esprit se focalise ici sur les paramata dhamma, ce que l'on appelle communément la réalité ultime. Ce sont tout simplement les choses que nous expérimentons directement au moyen de nos six sens, sans passer par la conceptualisation. Le plus souvent, ce seront des shankara, paramata dhamma, des phénomènes appartenant à la réalité ultime conditionnée. Le flux perpétuellement changeant des phénomènes physiques et mentaux. Nibbana est également un paramata dhamma, mais bien sûr, il n'est pas conditionné.
La respiration est un bon exemple de processus conditionné. Les sensations que vous expérimentez au niveau de l'abdomen sont la réalité ultime conditionnée. Les Shankara, Paramata, Dhamma, qui sont causées par l'intention de respirer. Lorsqu'il concentre son attention sur l'abdomen, le méditant cherche à pénétrer la qualité, la nature réelle de ce qui se passe à cet endroit du corps. Si vous percevez des mouvements, des tensions, de la dureté, de la chaleur ou du froid, vous commencez à développer les Vipassana Jhana. L'attention au contact sensoriel suit le même principe. S'il y a effort diligent et attention pénétrante, l'esprit focalisé sur ce qui se passe au moment d'un contact sensoriel comprend la véritable nature de ce processus. Les activités sensorielles seront comprises à la fois dans leurs caractéristiques individuelles et dans leurs caractéristiques communes. Si nous nous référons à la classification en 4 niveaux des jhanas, le premier comprend 5 facteurs que nous allons décrire maintenant. Ils sont tous importants dans la pratique de Vipassana. Les 5 facteurs jhaniques. Le premier facteur est appelé Vitakka. C'est le fait de viser l'objet et d'y appliquer l'esprit avec précision, le faire avec fermeté, de façon à ce qu'il ne puisse pas s'échapper, est un autre aspect de ce premier facteur jhanique. Le deuxième facteur est Vikara, prononcé Vichara, que l'on traduit généralement par investigation ou réflexion. Vitakka a amené l'esprit sur l'objet et l'y a établi fermement. Vikara, Vichara, prend le relais et va y frotter l'esprit. Vous pouvez expérimenter cela par vous-même lorsque vous observez les mouvements de soulèvement et d'abaissement. On commence par faire l'effort de diriger l'esprit de façon très précise vers le processus de soulèvement. L'esprit atteint la cible, il ne glisse pas superficiellement à la surface de l'objet, mais s'y adhère et s'y frotte. Vous maintenez cette attention intuitive et précise de façon ininterrompue. L'esprit se purifie petit à petit. Les empêchements comme le désir, l'aversion, la paresse, l'agitation et le doute s'affaiblissent. Et lorsqu'ils auront disparu, l'esprit devient calme et limpide, comme du cristal. Cette lucidité est due à la présence des 2 facteurs jhaniques dont nous venons de parler. On l'appelle Viveka, ce qui veut dire réclusion. La conscience s'est retirée loin des empêchements. Viveka n'est pas un facteur jhanique. Ce n'est qu'un terme qui désigne cet état de réclusion de la conscience. Le troisième facteur jhanique, c'est Piti, la joie, un intérêt enthousiaste pour ce qui se passe. Ce facteur peut se reconnaître à certaines manifestations physiques, comme la chair de poule, l'impression d'être subitement entraîné vers le bas, comme si on était dans un ascenseur, ou au contraire, d'être soulevé du sol. Le quatrième facteur jhanique est Sukha, le bonheur ou le confort. Il suit de très près le troisième. Le méditant est très satisfait de sa pratique. Ces troisième et quatrième facteurs jhaniques sont apparus du fait que l'esprit s'est éloigné des empêchements. C'est la raison pour laquelle on les appelle Vivekaja Pitishuka, ce qui veut dire joie, ravissement et bonheur nés de la réclusion. Il faut voir cette séquence comme un enchaînement de causes et d'effets. La réclusion de l'esprit se produit étant donné la présence des 2 premiers facteurs jhaniques. En effet, si la conscience est appliquée de façon précise à l'objet, qu'elle l'atteint et s'y frotte, elle va progressivement s'isoler. Étant à l'abri des empêchements, elle expérimente la joie
le bonheur et le confort. Lorsque les 4 premiers facteurs jhaniques sont présents, l'esprit va automatiquement se calmer, se pacifier. Il devient capable de se concentrer sur ce qui se passe sans s'éparpiller ni se disperser. Cette fixité de l'esprit est le 5e facteur jhanique, samadhi ou concentration. Pour accéder au premier jhana de Vipassana, il faut qu'il y ait réalisation de l'esprit et de la matière. La présence de ces 5 facteurs ne suffit pas pour faire surgir le premier jhana de Vipassana. Il faudra pour cela que l'esprit pénètre plus profondément dans le Dhamma et voit le lien qui unit l'esprit et la matière. Si tel est le cas, on peut dire que l'accès au premier jhana de Vipassana s'est produit. Le yogi qui dispose de ces 5 facteurs jhaniques expérimente une nouvelle qualité d'attention plus précise et qui adhère mieux à l'objet. Il peut ressentir une joie, un bonheur et un confort intense au niveau du corps également. Tout cela va peut-être l'amener à se vautrer dans les merveilles de la pratique. Oh, formidable! Je suis arrivé à être vraiment précis et subtil. J'ai même l'impression de flotter. Vous aurez sans doute compris qu'il s'agit là d'attachement. L'arrêt intérieur. Tout le monde peut se retrouver un jour ou l'autre prisonnier de cette joie, de ce bonheur et de ce confort. L'attachement à ce qui se passe à l'intérieur de soi, à ce moment-là, est la manifestation d'un type particulier de désir, qui ne porte pas sur les plaisirs mondains ordinaires. C'est celui qui procède directement de la pratique elle-même. Si le méditant n'est pas capable de le voir au moment où il se manifeste, sa méditation sera perturbée. Au lieu de noter immédiatement ces phénomènes agréables, il s'y complaît, sans y être attentif. Il pense aux joies futures que lui réserve la pratique. Nous comprenons maintenant la mystérieuse recommandation du Bouddha. Cet attachement au résultat agréable de la méditation est précisément ce qu'il appelle l'arrêt intérieur. J'espère avoir réussi à expliquer ce très court sutta qui nous demande d'éviter à la fois le vagabondage extérieur et l'arrêt intérieur. Mais il y a cependant plus à dire si nous voulons comprendre en profondeur. La triple réclusion. Le sutta recommande d'éviter certaines choses lorsqu'on pratique la méditation, à commencer par le contact avec les plaisirs sensuels, kama, et avec les dhammas négatifs. C'est précisément la pratique de la triple réclusion qui va permettre d'y arriver. Kaya viveka, la réclusion du corps, Citta viveka, la réclusion de l'esprit, et Vikambana viveka, celle qui résulte des 2 premières. Un état caractérisé par le fait que les empêchements et les impuretés sont faibles et maintenus à distance. Kaya viveka ne concerne pas le corps physique lui-même, mais plutôt le corps des objets susceptibles de faire surgir le plaisir sensuel. C'est l'isolement par rapport à l'ensemble des objets sensoriels. Son, forme visuelle, odeur, goût et impression tactile. Ce sont ces corps. La réclusion par rapport au dhamma négatif appartient à Citta viveka. L'esprit se met à l'abri des empêchements qui obstruent le développement de la concentration et de la sagesse. Concrètement, il s'agit donc tout simplement d'être attentif de façon ininterrompue. On dit du méditant qui a réussi à maintenir la continuité de l'attention qu'il a activé Citta viveka. Les 2 premiers types de viveka ne sont réalisables que par l'effort. Pour Kaya viveka, il faudra renoncer aux environnements qui favorisent les plaisirs sensuels et pratiquer dans un endroit propice à la paix mentale.
Mais il va de soi que ce premier isolement ne suffit pas. Il faudra poursuivre avec citta vivoca et être attentif à tous les contacts susceptibles de se manifester aux 6 portes sensorielles. Être attentif, c'est diriger délibérément l'esprit vers l'objet. Cet effort est capital, car il permet de cadrer, d'appliquer la pensée à l'objet de façon très précise, ce qui constitue justement le premier facteur jhanique, vitaka. Il faudra donc viser correctement. Vous essayez tant bien que mal d'observer le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen. Vous progressez, l'esprit atteint l'objet et arrive petit à petit à voir clairement des sensations de dureté, de tension, de mouvement. Il commence à adhérer à ces mouvements et à s'y frotter. C'est vikara, comme nous l'avons expliqué. Après un certain temps, il va s'y fixer et s'y absorber. S'il est maintenu sur les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, les pensées vont se raréfier. Il se peut même que par moment, il n'y en ait plus aucune. De toute évidence, l'esprit est alors libre des objets sensuels désirables, de même que les kilesas qui l'introduisent. On peut dire que Kaya Viveka et Citta Viveka ont été réalisés. Si la pratique se poursuit de façon continue, que l'effort est maintenu sans interruption, les kilesas vont s'estomper à l'horizon. Vous détenez alors la 3e et dernière forme de réclusion. Vikambana Viveka. Un type particulier de joie. Vikambana Viveka va adoucir et affiner l'esprit qui va devenir lucide, alerte, habile et souple. Une forme particulière de bonheur va se manifester. C'est Nekama Sukha, le bonheur et le confort d'un esprit libre des objets sensuels et des kilesas négatives qui réagissent à ces objets. Au lieu d'un plaisir ordinaire et très palpable, c'est le confort libérateur qui apparaît. N'est-il pas étrange qu'en abandonnant le bien-être sensoriel, on en obtienne un autre, celui de se sentir libre par rapport à celles et ceux qu'on vient d'abandonner? C'est cela le véritable renoncement au plaisir sensuel. La réclusion de l'esprit par rapport au dhamma négatif est en réalité une réclusion de l'esprit par rapport à tous les kilesas. Elles n'ont aucune chance de se manifester, car leur cause immédiate, les plaisirs sensuels, ont été abandonnés. Le mot jhana, qui d'ordinaire signifie état d'absorption, prend ainsi une signification supplémentaire. Les facteurs jhaniques de vitaka, l'application de l'esprit et de vikara, le frottement provoque l'abandon des plaisirs sensuels et la mise à distance des kilesas. En plus de l'absorption, les jhanas amènent donc également la disparition des kilesas. Ils les font disparaître en fumée. Le lien entre vitaka et vikara. Vitaka et vikara, application précise de l'esprit et frottement à l'objet, sont 2 facteurs très importants dans le développement des états jhaniques. Il est souvent question dans les Écritures du lien très étroit qui les unit. En voici 2 illustrations. Imaginez qu'il y a là un bol en cuivre sale et terni. D'une main vous le tenez et de l'autre vous le frottez avec un chiffon enduit de crème à polir. Si vous travaillez consciencieusement, soigneusement et de façon constante, il va très vite redevenir brillant. De la même façon, le yogi devra maintenir son esprit là où l'objet primaire se manifeste, c'est-à-dire l'abdomen. À chaque instant, il fait surgir l'attention à cet endroit précis. Il y frotte jusqu'au moment où la saleté et la pollution des kilesas auront disparu. Le méditant sera alors en mesure de pénétrer la véritable nature
de ce qui se passe à ce point précis. Il comprendra le processus de soulèvement et d'abaissement. Si d'autres phénomènes deviennent prédominants et supplantent l'objet primaire, il devra bien sûr les noter en les appliquant Vitakka et Vikara également. Le fait de tenir le pot dans la main, c'est Vitakka. L'action de polir, c'est Vikara. Imaginez ce qui se passerait si le yogi se contenterait de serrer le bol dans la main sans le polir. Il resterait aussi sale qu'avant. Et s'il essayait de le polir sans le tenir fermement, ce ne serait pas beaucoup plus efficace. Cet exemple illustre l'interdépendance de ces deux facteurs. Un autre exemple est celui du compas, l'instrument que l'on utilise en géométrie. Comme vous le savez, un compas a deux bras. Le premier est pointu et l'autre est pourvu d'une mine. La pointe aiguë du compas, c'est l'esprit. Il faut le placer fermement sur l'objet de méditation. Il faudra ensuite le faire tourner de façon à ce qu'il puisse se faire une idée générale très claire de l'objet. Le résultat, c'est un cercle parfait. Le fait de fixer la pointe sur l'objet, c'est Vitakka. La rotation, c'est Vikara. La connaissance intuitive directe. On traduit parfois Vikara par investigation ou pensée soutenue. Mais cette traduction est très déroutante. En Occident, on forme les gens au raisonnement logique dès leur jeune âge. On leur apprend à toujours rechercher le comment et le pourquoi des choses. Cette façon d'investiguer est malheureusement inappropriée en méditation. L'apprentissage intellectuel n'est qu'un moyen parmi d'autres d'acquérir la connaissance. On peut y arriver de façon intuitive, immédiate. Dans Vipassana, on observe directement la réalité ultime, les Paramattha Dhamma. Il faut les expérimenter directement, sans faire de détour par la pensée. C'est la seule façon d'atteindre la sagesse et la vision pénétrante de la réalité telle qu'elle est vraiment. Le raisonnement intellectuel peut beaucoup nous apprendre sur la réalité ultime, mais sans l'expérience directe de la réalité, il est impossible d'acquérir la sagesse, même si on a lu énormément. Les jhanas de samatha amènent la tranquillité, mais sont incapables de faire surgir la sagesse, parce que dans ce type de méditation, l'observation porte sur des concepts. On n'observe pas ce qui peut s'expérimenter directement sans passer par la pensée. Vipassana jhana, par contre, mène à la sagesse, car ici, le méditant maintient un contact direct et soutenu avec la réalité ultime. Imaginez qu'il y a en face de vous une pomme dont on vous a dit qu'elle était très juteuse, sucrée, délicieuse. Votre regard tombe sur ce fruit et vous vous dites « Mince, cette pomme a vraiment l'air très juteuse. Je suis sûr qu'elle est délicieuse. » Vous pouvez penser ou imaginer tout ce que vous voulez. Tant que vous n'aurez pas mordu dans le fruit, vous n'en connaîtrez pas vraiment le goût. C'est pareil en méditation. Vous pouvez vous faire une idée très claire de certaines choses, mais tant que vous n'aurez pas fait l'effort de pratiquer, on ne peut pas dire que vous les avez vraiment expérimentées. Si vous procédez correctement, vous allez réaliser par vous-même. Il ne sera plus question de conjecture à propos du goût de cette pomme. Les empêchements et leurs antidotes. La nuit, l'obscurité envahit les chambres qui ne disposent pas de bougies. De la même façon, l'obscurité de l'ignorance et de l'illusion règne dans l'esprit qui n'est pas correctement accordé à l'objet de méditation. Mais ce n'est pas une obscurité vide d'événements. Il s'y passe beaucoup de choses, bien au contraire. À chaque instant d'ignorance, l'esprit recherche et s'attache aux visions, aux sons, aux pensées, aux odeurs, aux goûts et aux sensations agréables. L'ignorant passe tout son temps de veille à chercher, saisir et agripper.
Il est si intoxiqué qu'il ne peut pas imaginer qu'il existe un bonheur au-delà de ces plaisirs sensoriels qui lui sont si familiers. Lorsqu'on lui parle de méditation, du moyen pratique d'atteindre ce bonheur supérieur, il ne comprend pas. Pratiquer Vipassana, c'est être pleinement et continuellement attentif aux différents objets. Deux aspects de la concentration sont impliqués dans le processus. Vitakka, l'application de l'esprit, et Vicara, le frottement dont il a déjà été question. Ces deux facteurs, djhaniques, maintiennent l'esprit absorbé dans l'objet d'observation. En leur absence, l'esprit s'égare, bombardé par les objets sensoriels et par les kilesas, surtout celles qui recherchent les plaisirs sensuels. L'esprit ne tarde pas à être englouti par l'illusion et par l'ignorance. Il n'y a pas de lumière. Les trois facteurs djhaniques restants ne peuvent pas s'associer aux deux premiers pour créer l'environnement de paix, de clarté et de joie indispensable pour que la sagesse surgisse. Les 5 empêchements. Les 5 empêchements, nous les verrons dans une prochaine lecture de ce livre, dans cette vie même. Dans l'immédiat, je vous souhaite une belle journée et surtout de belles méditations. Je vous dis à bientôt.